Monsieur le ministre, ce Brexit est une gifle que les Européens n'ont pas vu venir. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Il y avait un risque majeur, mais il faut se rappeler que la décision d'organiser ce référendum a été prise par le Premier ministre britannique David Cameron, d'abord pour régler un problème au sein de sa propre formation politique. Et sur une question majeure qui n'a jamais été posée pour les membres de l'Union européenne. Dans aucun pays, c'est êtes-vous favorable au maintien ou à la sortie de l'Union européenne ? Et ça, c'est cette question. Nous avons vécu des référendums en France. C'est jamais facile un référendum. Nous avons connu le référendum de Maastricht. Nous avons connu, pour la monnaie unique, nous avons connu le référendum sur le traité européen. Mais il n'y a jamais eu de référendum pour rester ou sortir. Donc c'est une décision grave et qui est un choc pour tous les Européens. Et donc il faut prendre conscience de la gravité de ce qui s'est passé. En même temps, vous avez pu remarquer que l'Europe a réagi tout de suite. L'Europe continue. Les 27 continuent. Il y a un traité. Le président de la Commission, du Parlement, du Conseil européen se sont exprimés. La Banque centrale européenne est intervenue pour protéger les intérêts des Européens. Mais ma question, c'était est-ce que les dirigeants français, est-ce que le président de la République, est-ce que Laurent Fabius, votre prédécesseur, est-ce que vous êtes assez mobilisés pour faire passer l'idée de cette Union européenne unie ? Mais il y a encore beaucoup à faire pour redonner à l'Europe son adhésion populaire. Même si une très grande majorité... Mais on le réalise aujourd'hui ? Non, on ne le réalise pas aujourd'hui. Il y a, depuis longtemps, nous sommes conscients qu'il faut redonner à l'Europe plus d'attrait. Et ça, c'est pour ça que moi, je suis un Européen convaincu. Depuis que j'ai pris mes fonctions comme ministre des Affaires étrangères, je n'ai eu de cesse de me déplacer en Europe, et en particulier de travailler avec mon homologue ministre des Affaires étrangères allemand, que je connais depuis longtemps, pour travailler avec lui à des propositions pour redonner de l'intérêt aux Européens, pour qu'ils se sentent plus participatifs, en quelque sorte, dans le projet européen. Donc ça, c'est un enjeu. Mais ce n'est pas la question du référendum britannique. La question du référendum britannique, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte que la Grande-Bretagne était depuis 43 ans dans l'Union européenne. Et là, elle décide de sortir. C'est le vote du peuple britannique qui doit être respecté. Et donc, s'il doit être respecté, ça veut dire qu'il faut vite engager les négociations dans le cadre d'un article qui est prévu, qui est l'article 50 du traité, pour que les intérêts des Européens soient préservés et que l'Europe continue aussi de s'améliorer. Est-ce que vous en voulez à Cameron d'avoir organisé ce référendum et de l'avoir proposé à des fins électorales pour se faire réélire durant la campagne législative ? Écoutez, ça c'est un constat que vous faites, mais moi je ne suis plus dans le jugement de M. Cameron. Il n'y avait pas d'amertume ce matin quand vous avez vu ça, vous n'êtes pas dit Cameron a joué les apprentis sorciers. Je suis triste pour la Grande-Bretagne. Vous savez, la Grande-Bretagne c'est quand même un grand pays, une grande nation, un grand peuple. On a tous en mémoire l'attitude des Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est notre histoire commune. Alors ça ne veut pas dire qu'on va plus parler. Il y a des relations bilatérales qui vont continuer avec la Grande-Bretagne, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, comme la France. Mais ce qui existait depuis 43 ans, c'est-à-dire un pays membre de l'Union européenne, alors ça c'est une page qui se tourne. Et c'est dommage, je le regrette. Mais attention, c'est le vote du peuple britannique. Encore une fois, il doit être respecté. Comment relancer le couple franco-allemand ? C'est aujourd'hui la question centrale. Mais moi j'y travaille tous les jours. Vous devez faire face, d'autant plus aujourd'hui après ce résultat du Brexit. Lundi, François Hollande va à Berlin à l'invitation d'Angela Merkel, qui a invité aussi Matteo Renzi. Concrètement, que va faire le couple franco-allemand ? D'abord, on fait déjà beaucoup de choses ensemble. On se voit souvent. Moi, j'ai travaillé depuis plusieurs mois avec Frank-Walter Steinmeier à des propositions concrètes qui vont porter sur la sécurité des Européens, pour assurer la sécurité intérieure des Européens, sur une politique de défense, disons, plus dynamique, plus forte, car je crois qu'il faut faire face aux nouvelles menaces, mais aussi une politique qui soit concrète pour les Européens, puisque aujourd'hui il y a encore trop de gens au chômage, il y a des défis à relever, et donc nous proposons des investissements massifs dans la transition énergétique, dans le numérique, dans la recherche, dans tout ce qui va permettre l'emploi. Et puis, nous proposons aussi une action beaucoup plus volontariste dans la relation entre l'Europe et l'Afrique, qui est en difficulté pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de développement. Et donc, si on veut ne pas avoir à faire face à un énorme problème d'immigration dans les années à venir, il faut aider ce continent. Puis enfin, il faut que l'Europe s'adresse à la jeunesse. Parce qu'il y a bien sûr les jeunes qui sont bénéficiaires d'Erasmus, mais tous les autres. Et donc il faut leur faire des propositions concrètes et puis une Europe aussi qui fasse davantage participer les citoyens à ces décisions. Hubert Védrine, l'un de vos prédécesseurs, expliquait qu'il fallait faire stop et réfléchir.
Est-ce que vous pensez qu'il faut dire stop et réfléchissons? D'abord, il faut réfléchir, mais dire stop, c'est quoi? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées. Je prends un exemple. Nous avons Schengen. Et ce que nous avons constaté depuis quelque temps, c'est que Schengen est inachevé. Et il faut protéger les frontières extérieures de l'Europe. Donc on a mis le PNR pour contrôler les passagers dans les avions, mais il faut des gardes-frontières. Donc pour ça, il faut donc aller jusqu'au bout de Schengen. Donc si on devait faire la pause et arrêter, je crois qu'on ferait une erreur. Par contre, réfléchir sur ce que doit être l'Europe et comment elle peut être beaucoup plus convaincante pour les citoyens européens, oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut faire moins d'Europe pour en faire mieux? Il faut surtout faire mieux d'Europe. Ne pas agir partout, il faut ne pas réglementer il faut partout. faire mieux d'Europe. Ça revient. Est-ce qu'il faut moins réglementer? Il faut que l'Europe soit plus efficace pour les citoyens. Je crois que ça c'est clair. Mais il faut qu'elle protège mieux, qu'elle prépare davantage l'avenir. Mais je crois qu'il faut faire très attention par rapport à ceux qui proposent d'aller encore plus loin dans les transferts de compétences, de souveraineté, ceux qui disent qu'il faut faire une Europe fédérale, les États-Unis d'Europe. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut consolider ce qui a été entrepris, mais surtout faire en sorte que ce que fait l'Europe soit efficace et concret pour les gens. Il y a encore trop de chômage. Il y a encore trop de précarité. Dans le vote britannique, il y avait la peur de l'immigration qui a énormément joué dans le vote, mais il y a aussi des personnes qui souffrent. Et puis il y a aussi des personnes qui sont attachées à un mode de vie, à un ordre social. Et donc dans la mondialisation, il faut que l'Europe continue de défendre un certain modèle de société. Pas tourné vers le passé, mais qui porte aussi l'espoir de la jeunesse. J'ai noté quand même une chose, c'est du point de vue de la jeunesse, c'est intéressant, c'est que 70% des jeunes britanniques ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Et c'est quand même leur avenir qui compte. Donc ça doit faire réfléchir. Vous avez évoqué l'immigration. Ça a été une question qui a beaucoup compté dans le résultat en Grande-Bretagne. Concernant Calais, est-ce qu'il faut remettre en cause tout de suite les accords du Touquet et redonner à l'Angleterre sa frontière? Mais la frontière, elle est là où elle est. Et c'était les accords du Touquet qui ont été négociés. Avec la Grande-Bretagne, il y a des accords bilatéraux qui sont très importants. Il y en a un qui est très important, c'est un accord de défense. Celui-là, il sera maintenu. C'est l'accord de Lancaster House. Et puis il y a celui-là. Il y a ceux qui disent qu'il faut remettre en cause les accords du Touquet, redonner la frontière non pas où elle est aujourd'hui, la remettre de l'autre côté de la Manche. Vous voulez qu'ensuite on mette en place des bateaux pour recueillir les personnes qui vont risquer de se noyer dans la mer? Non, enfin, soyons un petit peu sérieux. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de remise en cause de cet accord du Touquet? Non, ça serait totalement irresponsable. Je pense que ça, c'est quelque chose de précis, de clair, et tous ceux qui nous proposent autre chose font preuve de beaucoup de légèreté. Et donc, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le débat en Grande-Bretagne, ça m'a beaucoup frappé, a évolué au fil des semaines. Au début, ça portait beaucoup sur les conséquences économiques pour les Britanniques, la sortie de l'Europe. Et puis on est passé à un débat beaucoup plus émotionnel sur l'immigration, avec beaucoup de choses inexactes, alors que la majorité de ceux qui viennent en Grande-Bretagne sont d'abord des Européens. Mais malgré tout, la conséquence aujourd'hui, c'est que pour les Britanniques, c'est une perte substantielle de pouvoir d'achat. La livre a perdu 10%. Et vous allez voir que le risque pour les Britanniques, c'est le départ de certaines sociétés, de sièges de sociétés, c'est les risques que des grands investisseurs internationaux se détournent de la Grande-Bretagne et qui ne sera plus dans le marché unique. Donc tout l'enjeu dans les prochaines semaines, et il ne faut pas qu'on perde trop de temps, c'est la négociation dans le cadre de l'article 50 du traité européen de définir les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui, il faut le dire malheureusement, devient un pays tiers. Dans cette négociation, j'imagine que vous allez tout faire, c'est un peu comme dans un divorce, on va tout faire pour que ça se passe le moins mal possible et retrouver rapidement des liens qui soient constructifs. Est-ce qu'en faisant ce travail, vous n'allez pas faire la démonstration qu'en fin de compte, sortir de l'Union européenne, c'est pas si grave, et ouvrir ainsi le champ à des partis comme le Front National? Je crois que vous surtout regardez ce qui se passe maintenant. Et ce qui risque de se passer encore pour les Britanniques, c'est grave. Donc, mais c'est la conséquence de leur vote, donc il faut le respecter. Vous n'avez pas peur d'un Frexit? Vous n'avez pas peur de donner raison, que les faits d'aujourd'hui donnent raison à ceux qui veulent sortir? On va écouter Marine Le Pen dans un instant à ce sujet-là. Je sais ce qu'elle a dit, elle n'est pas le seul à le dire, mais vous voyez, le leader du même parti, de la même famille politique, M. Farage, qui a mené la campagne, il jubilait hier soir ou ce matin, je ne sais plus, il jubilait. Mais qu'est-ce qu'il propose au peuple britannique à la place de la sortie? Rien. Débrouillez-vous. Madame Le Pen, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas rien de quitter l'Union européenne, c'est pas rien. J'étais à Luxembourg aujourd'hui à une réunion des ministres des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Il y avait une grande gravité autour de la table. Il y a même le secrétaire d'État britannique qui était là. Je peux vous dire que tout le monde mesurait bien que quelque chose était en train de se passer, que ça serait pas comme avant. En tout cas, pas pour les Britanniques. On va écouter la réaction de Marine Le Pen, la patronne du Front National. J'appelle depuis 2013 à un référendum du même type que celui qui a eu lieu au Royaume-Uni.
Nous portons en effet depuis plusieurs années l'idée centrale qu'il faut organiser une négociation essentielle avec l'Union européenne sur les axes majeurs de notre souveraineté, sur ses piliers, et que l'issue de ces négociations doit être sanctionnée par un référendum. Ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne est une nécessité démocratique. Les Français doivent pouvoir choisir eux aussi. Et votre réponse, Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il n'y aura pas de référendum dans notre pays? Pas sur cette question, en tout cas moi je ne le souhaite pas. Je ne suis pas contre les référendums, mais il y en a eu, il pourra y en avoir. Mais là, cette Est-ce question... que vous avez peur du résultat? Non, je pense que c'est la manière dont Mme Le Pen pose la question. Parce que la réalité, la conséquence de ce qui s'est passé, c'est que la Grande-Bretagne ne sera plus dans le marché unique. Et le grand marché unique, c'est quand même un avantage. Il n'y aura plus la libre circulation des personnes. Et c'est quand même un avantage. Donc il va falloir négocier point par point entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc ça sera moins bien pour la Grande-Bretagne, à l'évidence. Si c'est ça que Marine Le Pen propose aux Français, qu'elle assume. En tout cas, moi, je vais vous dire, le vrai vote, c'est pas celui qu'elle propose. Le vrai vote, c'est dans moins d'un an, l'élection présidentielle. Là, on choisira un projet et on sera, là, j'en suis convaincu maintenant, au cœur des questions. L'avenir de la France dans l'Europe et comment l'Europe peut aussi évoluer et finalement mieux répondre aux attentes des citoyens. Là, les Français choisiront. Quand on dit on a peur du vote, moi, j'ai pas peur du vote. Je suis sûr qu'ils choisiront une Europe forte, une Europe qui protège, qui prépare l'avenir, qui préserve le modèle de vie, le modèle de société et les valeurs que représente l'Europe. Et ça ne sera pas le projet de Mme Le Pen. Nicolas Sarkozy, qui est le patron des Républicains, demande que l'on stoppe le processus d'élargissement de l'Union et que l'on sorte de l'hypocrisie sur la Turquie, qui n'a pas sa place dans l'Union européenne. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je veux dire, l'élargissement de l'Europe à la Turquie, c'est vraiment pas la question d'actualité aujourd'hui. Je suis toujours assez frappé par, je dirais, les fausses habiletés de Nicolas Sarkozy à poser des problèmes qui n'en sont pas. C'est pas à l'ordre du jour, cette question. J'en ai pas entendu parler. En tout cas, ça n'a même pas été évoqué pendant le référendum britannique. En tout cas, la levée des visas pour les ressortissants turcs, ça c'est à l'ordre du jour. Nicolas Sarkozy demande qu'on la stoppe également. Mais écoutez, il y a des conditions pour que les visas soient libérés. Il y a 72 conditions. Et pour l'instant, ces conditions ne sont pas toutes remplies. Donc tout pendant qu'elles ne seront pas remplies, il n'y aura pas de libéralisation des visas. C'est clair, il y a des règles pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Il faut les respecter. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et quand on est dans l'Union européenne, il y a des avantages, il y a des droits et des devoirs. Et moi, je redis, pour le peuple britannique, ça sera plus difficile. Donc je pense qu'effectivement, il faut respecter le vote des Britanniques, mais en même temps être transparent et être clair et ne pas mentir avec la réalité. Quel avenir pour le Royaume-Uni, justement? Est-ce que vous redoutez que l'Écosse, qui a soutenu le Remain dans l'Union, demande un référendum sur son indépendance? Pareil pour l'Irlande du Nord, qui demande un référendum sur l'Irlande unifiée. Est-ce que ça peut exploser? Je ne le souhaite pas. Vous savez, le Royaume-Uni, c'est un grand pays, mais aussitôt le vote intervenu, les Écossais, qui avaient déjà obtenu un référendum, en redemandent un autre. Ils ont voté très majoritairement pour l'Europe et ils veulent y rester. Et donc c'est une question qui va être posée au futur Premier ministre britannique. C'est une question lourde, vous savez. Et quant à l'Irlande, je ne souhaite pas non plus que les passions s'enveniment, parce que ça a été longtemps douloureux et difficile. Donc, vous voyez, quand on prend une décision politique... Vous dites aux Écossais et aux Irlandais, bougez pas, c'est pas le moment? Je ne veux pas dire aux Écossais et aux Irlandais ce qu'ils ont à faire. Moi, d'abord, l'Irlande est un pays indépendant. Il y a l'Irlande, la République d'Irlande. J'ai eu au téléphone mon homologue Charles Flanagan cet après-midi, qui effectivement m'a exprimé son inquiétude. Et puis il y a l'Irlande du Nord, qui fait partie de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, et qui a voté très majoritairement pour l'Union européenne. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut laisser les dirigeants de ces pays prendre leurs responsabilités. Moi, je n'ai pas à dire ce qu'ils ont à faire. Simplement, vous constatez une difficulté. Elle est réelle. On a vu durant 2 ans, la plupart des scrutins européens ont donné la victoire aux gens en colère. Que ce soit en Autriche, que ce soit récemment en Italie aux élections municipales, que ce soit dans d'autres scrutins européens, en Espagne et aujourd'hui en Grande-Bretagne. Est-ce que ça vous inquiète pour les prochaines élections, les prochaines échéances chez nous, en France? Oui, ce qui m'inquiète, c'est la montée des partis nationalistes. On dit populistes, mais très souvent, c'est les partis nationalistes qui veulent qu'au fond, on revienne en arrière par rapport à l'Europe et qu'on remette les frontières et qu'on pense qu'on fait croire aux citoyens que ça irait mieux pour eux.
Je pense que là, il y a un vrai sujet, mais il faut chercher les causes. Moi, je ne suis pas dans le jugement moralisateur du vote des citoyens. Si ça s'exprime, c'est que ça révèle sans doute un malaise. Donc il faut répondre aux questions. Alors il y a bien sûr aussi la peur de l'immigration. Ça, je crois que ça pèse très lourd. Mais chaque pays aussi a ses spécificités. Vous parlez de l'Autriche, on a aussi un système politique qui est bloqué. La cause de la montée du parti d'extrême droite, elle est aussi là. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie dans chacun de nos pays, mais aussi à l'échelle européenne, pour mettre plus de liens entre le pouvoir politique et les citoyens, pour qu'ils se sentent vraiment représentés, vraiment défendus, qu'ils aient le sentiment qu'ils comptent et que ce qu'ils disent est pris en compte. Une dernière question, Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous craignez qu'on se dirige vers une Europe à plusieurs vitesses, au fond ? Elle existe déjà. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde n'est pas dans Schengen. Ça, c'est un exemple. Tout le monde n'est pas dans la zone euro. C'est un autre exemple. Et pourtant, on est à 28. On était à 28 et on va devenir à 27. Donc c'est possible. Certains pays, c'est prévu par les traités, peuvent vouloir aller plus loin. Je crois qu'il faut accepter cette perspective. Ce n'est pas mettre en cause l'Europe, parce qu'il y aura encore un grand marché, il y aura la libre circulation, il y a des règles de droit, des valeurs communes. Je crois que l'histoire européenne, vous savez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Autour de la table à Luxembourg aujourd'hui, j'ai rappelé que pour beaucoup de pays, l'Europe, c'était la fin de la dictature en Espagne, au Portugal, en Grèce, et puis après la chute du mur de Berlin, c'était l'Europe centrale, les pays de l'Europe de l'Est qui sont venus pour retrouver la liberté et la démocratie. Donc ça, c'est notre acquis, et donc on ne peut pas aujourd'hui laisser défaire ça, et je peux vous dire que la France, qui est un pays fondateur, se battra pour que le projet européen non seulement demeure, mais qu'il soit de plus en plus attractif. C'est vraiment notre responsabilité. Quand vous voyez les conséquences, l'impact de ce choix britannique sur l'ensemble du continent européen, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il est temps de prendre conscience qu'il y a un espace politique commun et qu'il faut aussi que de temps en temps on se mêle des affaires des autres, parce que ça finit par nous concerner, et que donc politiquement on arrête de se dire c'est les Britanniques qui votent, non, pas d'ingérence. Non, mais je crois franchement, parce que j'ai lu dans certains papiers, pourquoi vous n'êtes pas allé faire campagne pour dire aux Britanniques ce qu'ils avaient à faire. Je peux vous dire que je n'ai pas voulu le faire, et je n'avais pas à le faire. Et je pense que ça aurait été totalement contre-productif. Et ça n'aurait pas changé une voix, pas un vote. Et je pense que les citoyens britanniques, c'est un grand peuple, je l'ai dit tout à l'heure, et malheureusement, ils ont fait ce choix, mais c'est leur choix. Donc maintenant, ils doivent l'assumer. Pour autant, peut-être que ce qui s'est passé là doit provoquer le reste de l'Europe à faire de l'Europe quelque chose de meilleur, quelque chose je veux dire, de plus attractif pour toute la population et pour la jeunesse et pour tous ceux qui finalement doutent le plus pour leur avenir. Je crois que ça peut servir d'électrochoc. En tout cas, je le crois, en tout cas, je le pense et je l'espère.